On va reprendre, si vous êtes prêts à repartir dans l'univers dans son ensemble. Après, on va s'intéresser de savoir si on est seul dans l'univers. Nous allons reprendre les conversations de l'après-midi, toujours aussi plein de mystères, et je vais encore me permettre de faire de la publicité pour mon journal. En avril 2018, nous avions publié dans Science et Avenir l'univers Stephen Hawking, trou noir, porte vers d'autres mondes, les menaces sur la Terre, et nous avions repris ces propos. L'univers est né sans Dieu. Alors je vous propose pour la fin d'après-midi cette séquence. Daniel Pomarède, Marc Lachiaiseray, Francis Rocard vont s'exprimer chacun à leur tour. Et ne vous inquiétez pas, il y aura une séance de questions où seront également interpellés, si vous voulez le faire, François Boucher, David Elbaz, et je ne sais pas si Christophe est resté, je pense qu'il est reparti avec ses enfants, il est là-bas, ils vont voir la mer. Voilà. Mais vous aurez François Boucher et David Elbaz que vous pourrez interpeller pour vos questions. Il suffira de leur passer un micro. Ils n'ont pas encore déserté la partie. Et immédiatement après, Jacques Arnoux, qui nous a rejoints, il a pu prendre son avion depuis Metz ce matin. Il est arrivé à bon port, la météo le lui a permis, et il nous fera une sorte de mini-conférence d'un quart d'heure environ, et nous parlera de... allez, on va faire très large, Dieu et le cosmos, derrière le voile du cosmos, enfin vous pouvez trouver son livre ensuite en bas à la librairie. Voilà, ça vous va? On redémarre? Et ça va redémarrer forcément très fort à nouveau avec Marc. Marc, toi maintenant tu continues d'exercer à l'université Paris 7. Tu es professeur émérite. Ça veut dire qu'en gros, il bosse 2 fois plus qu'avant. Et il pourrait avoir des tas d'étudiants. D'ailleurs, ils doivent venir t'assiéger dans ton bureau. Tu as écrit de nombreux ouvrages qui ont permis à beaucoup de tes lecteurs de voyager, notamment Voyager dans le temps, la physique moderne et la temporalité au seuil, qui remonte à 2013. Récemment, De l'infini, horizon cosmique, multivers et vide quantique. Je ne rappellerai pas un vieux Duno qui a 5 ans aussi, initiation à la cosmologie, au cas où il y aurait des gens qui veulent approfondir, vous voyez ce que vous avez à faire. Alors, Marc, justement, avant de préparer cette table ronde à laquelle Francis t'a convié, tu disais, écoutez, moi, ce dont j'ai envie de parler, c'est au moins 2 choses. L'espace-temps, bon voilà, on va plonger à nouveau, et la notion même d'univers. Qu'est-ce qu'on dit quand on parle de multivers ou de plurivers? Est-ce que tout ça a du sens? Et si oui, lequel? Quel sens on donne à ces choses-là aujourd'hui, ou plutôt est-ce qu'on parle de façon insensée? En tout cas, l'espace-temps, pourquoi tu as voulu axer ton intervention là-dessus, et notamment après tout ce que nous ont raconté François Boucher et David Elbaz? L'espace-temps, c'est le cadre de notre physique, et finalement, quand on prononce le mot univers, ça se confond à peu près avec l'espace-temps, qui est ce cadre géométrique dans lequel se déroulent les phénomènes. Alors l'espace-temps, bien sûr, avec ce qu'il contient, c'est-à-dire la matière, les rayonnements, peut-être des choses un peu bizarres comme l'énergie sombre qui vient d'être évoquée. Et je pense que pour faire de la physique, il faut avoir un cadre bien défini. Et la physique moderne, elle est née avec Newton au XVIIe siècle. Et donc Newton, dans ses Principia,
a vraiment dressé un cadre pour la physique, qui a permis à cette physique moderne de prendre véritablement naissance, parce que même s'il y a eu de grands scientifiques avant Newton, comme Galilée, Kepler, Copernic et beaucoup d'autres, Newton disait lui-même, il reprenait une phrase de Bernard de Chartres du Moyen-Âge en disant « Si j'ai pu voir si loin, c'est que j'étais juché sur les épaules de géants ». Et tous ses prédécesseurs que je viens de mentionner et beaucoup d'autres, c'était précisément les géants sur les travaux desquels Newton s'est basé pour construire sa théorie. Et donc, c'est avec lui vraiment que la physique a pris naissance comme une discipline codifiée, mathématisée, géométrisée et surtout efficace, puisque dès après la publication de ses Principia, donc à la fin du XVIIe siècle, cette physique a rencontré des succès sans arrêt. C'est devenu même une sorte de modèle à tel point que toutes les disciplines ont tenté de se constituer à la manière de la physique qu'avait créée Newton, au vu de ses succès. Et ce qui est intéressant, en ce qui nous concerne, c'est que dans l'introduction de cette physique moderne, il y a une notion fondamentale qui est la notion d'univers ou d'universalité. Et on peut dire qu'une des grandes innovations de Newton qui a permis son succès et qui a permis le succès de toute cette physique, c'est la notion d'univers, c'est la notion de loi universelle. C'est-à-dire que ce que dit Newton, entre autres choses, c'est que tout ce qui se passe dans l'univers, aussi loin qu'on puisse regarder, ça obéit aux mêmes lois. Et il a cité deux de ces lois, qui sont des lois fondamentales, la loi de la gravitation universelle et la loi de la dynamique universelle. Et c'est parce qu'elles sont universelles qu'elles s'appliquent aussi bien sur Terre que dans l'espace, et aujourd'hui, aussi loin qu'on peut aller, elles s'appliquent aussi à la cosmologie. Par exemple, ce que dit Newton, c'est que la pomme qui tombe de l'arbre, la Lune qui tourne autour de la Terre, les planètes qui tournent autour du Soleil, aujourd'hui les étoiles dans la galaxie, les galaxies dans l'univers, obéissent toutes à une même loi, une loi universelle. Et pour qu'il y ait une loi universelle, il faut que ça soit garanti par un cadre universel lui aussi, et c'est ça qu'on appelle l'univers. Un grand succès, ça a été le retour de la comète de Halley, la prédiction du retour de la comète de Halley. Ça a été le premier et le plus spectaculaire. Très grand succès. Aussi succès auparavant, c'est l'explication de toutes les orbites des planètes, parce que les planètes ont des orbites très différentes, qui décrivent des ellipses dont Kepler avait découvert la nature et les caractéristiques, et certaines lois auxquelles elles obéissaient. Et ce que Newton a montré, ce qui découlait de sa théorie, c'est que tout ça découlait d'une seule loi, de sa loi universelle de la gravitation. Donc un pouvoir extraordinaire, et c'est ça le succès de la physique pendant tous ces siècles. Ensuite, ça a été modifié par Einstein, sa théorie de la gravitation, mais à la limite, peu importe, c'est toujours une loi universelle qui s'applique partout. Alors qu'auparavant, on pensait qu'il y avait quelque chose qui gouvernait le mouvement de la planète Mars, autre chose qui gouvernait la chute des corps sur Terre, autre chose qui gouvernait la structure de l'univers, le mouvement du Soleil, etc. Non, il y a une loi universelle, et c'est ça qui permet de faire de la physique. Parce que la physique consiste à construire des théories ou des modèles en appliquant les lois universelles et ensuite à les tester. Mais si vous avez une loi qui finalement est valable ici sur Terre aujourd'hui et qui n'est pas valable sur la Lune ou qui n'est pas valable dans 3 jours, c'est-à-dire qui n'est pas universelle, on ne peut plus faire de physique, ça n'a plus de sens. Donc, le fondement de la physique, c'est cette notion de loi universelle et cette notion d'univers. Et quand on définit l'univers de cette manière, il a 2 propriétés fondamentales. L'une, c'est qu'il est forcément unique parce qu'il englobe tout, en tout cas ce que peut décrire la physique, et il est précisément universel, c'est-à-dire le garant de cette universalité qui nous autorise à faire de la physique. C'est pour ça que quand on va vouloir parler d'autres univers, on sent qu'il va y avoir un problème, une tension avec la définition même de la physique. Et Francis m'a demandé de parler ici des autres univers. Bon, ça tombe très bien ou très mal, je ne sais pas, parce que je suis un peu un opposant à cette idée, du moins l'introduction de cette idée dans la physique, et je vais essayer de me justifier. C'est-à-dire, je vais essayer, dans un premier temps, de vous montrer ce à quoi font allusion les physiciens ou les cosmologues quand ils parlent d'autres univers, et je vais essayer de vous convaincre que c'est un mot qu'on utilise entre nous, mais que ce mot est impropre, qu'en fait, quand on prononce le terme « autre univers », ça n'est pas vraiment un autre univers, c'est quelque chose qui fait partie de notre univers. Et puis, il y a une deuxième appellation d'autres univers qui, elle, ne ressort
vraiment pas du champ de la physique, et j'en parlerai à la fin s'il me reste un petit peu de temps. Alors, je ne vais pas parler de tout ce qui est évoqué quand on parle d'autres univers, ça serait beaucoup trop long, ça exigerait des heures, et je ne suis pas sûr que je puisse avoir ici le loisir de parler pendant plusieurs heures, donc je vais condenser. Mais en gros, après, tu pourras faire un petit séminaire au bord de la mer pour les aficionados. Voilà, sur la plage. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Einstein à la plage. Ça serait tout à fait opportun de continuer ces discussions sur la plage. Mais en tout cas, je vais me restreindre à deux appellations. Et la première fait appel plutôt à ce qu'on pourrait appeler l'espace-temps, donc qui est le cadre de l'univers, qui est ce dont on a parlé dans la session précédente, c'est-à-dire l'univers, c'est un peu ce qu'a montré François dans cette coquille blanche, sauf que, comme il l'a bien dit, c'est la partie observable de notre univers. Et cette notion d'observable est très importante. C'est Christophe, je crois, qui a introduit cette notion d'horizon. Si vous êtes en mer, vous ne pouvez pas voir au-delà d'une certaine ligne autour de vous, qui est la ligne d'horizon. Pourquoi ? On le comprend très bien, c'est à cause de la courbure de la Terre. Et comme les rayons lumineux se propagent en ligne droite, il y a un endroit où les rayons lumineux ne peuvent plus aller voir. Donc, quand vous êtes sur votre bateau, vous pouvez voir la surface de la mer à l'intérieur jusqu'à l'horizon, mais vous ne pouvez pas voir au-delà. Et pourtant, vous êtes convaincu que la mer continue à peu près de la même manière au-delà de l'horizon, même si vous ne pouvez pas la voir. Dans l'univers, on est un petit peu... Enfin, si tu parles à ceux qui ne croient pas que la Terre est plate, il paraît qu'il y a beaucoup de Français qui le croient encore. Mais bon, je vais y revenir, parce que la notion d'autre univers, c'est un petit peu lié à ça. Et donc, dans l'univers, c'est un peu pareil. Comme Christophe l'a expliqué, la lumière met un certain temps pour nous parvenir. L'univers est âgé d'environ 13 milliards d'années, donc on ne peut rien voir qui soit plus éloigné que 13 milliards d'années-lumière. Et 13 milliards d'années-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en 13 milliards d'années. Comme l'a dit François, ce n'est pas tout à fait le chiffre exact à cause de la courbure de l'univers, mais peu importe ces détails-là, c'est de cet ordre-là. Donc il y a une partie de l'univers qu'on peut observer et une partie au-delà qu'on ne peut pas observer. Et évidemment, on va appeler ça l'horizon parce que ça ressemble beaucoup à l'horizon maritime. Et l'intérieur de cet horizon, de cette limite, c'est la partie de l'univers qui nous est observable, qu'on peut appeler univers observable. Et quand on fait de la physique, évidemment, on s'intéresse à des choses qu'en principe on peut vérifier par l'observation ou par l'expérimentation. Donc on va s'intéresser forcément à ce qui est dans l'univers observable. Quand on vous montre des galaxies, quand on parle d'étoiles, de supernovas ou du fond diffus cosmologique, ce sont des choses qui font partie de notre univers observable, tout simplement parce qu'on les observe, c'est une évidence. Mais d'un autre côté, comme l'a dit déjà François tout à l'heure, on aurait beaucoup de mal à penser que simplement par le fait qu'on ne peut plus observer au-delà d'une certaine limite, les choses sont complètement différentes au-delà de cette limite. Et en fait, aujourd'hui, notre cosmologie est décrite par une classe de modèles qu'on appelle les modèles de Big Bang. On n'est pas sûr que c'est vraiment les modèles qu'on conservera jusqu'à la fin des temps, mais aujourd'hui, on a toute raison de penser qu'ils décrivent très bien notre univers et on s'en contente, avec les petites tensions auxquelles François fait allusion aussi. Et ces modèles nous disent d'une manière très explicite, l'univers, il est homogène partout. C'est-à-dire, au-delà de l'univers observable, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas, on ne le voit pas, mais en gros, c'est identique à ce qu'on voit. C'est-à-dire il y a des galaxies de la même manière qu'il y a des galaxies dans la partie observable. Elles sont réparties à peu près de la même manière, avec la même statistique. Donc le dessin que vous a montré François, la distribution des galaxies, il pourrait également décrire assez bien les morceaux de l'univers qui sont au-delà de notre univers observable. Et donc, quand on parle d'univers, d'autres univers ou de multivers, un des sens que ça sous-entend, c'est précisément ces autres parties de l'univers que l'on ne peut pas observer. Mais, quand on parle entre professionnels, disons, on se comprend, mais il ne faudrait pas croire que c'est des autres univers qui sont différents d'une autre, parce qu'on pense que les lois de la physique s'y appliquent.
on pense que la matière a la même composition, qu'il y a des atomes qui sont faits de protons, de neutrons, d'électrons, etc. Donc, dans le sens de Newton, ça fait partie de notre univers. Et si on considérait que ça ne faisait pas partie de notre univers, ça voudrait dire que les lois physiques, l'électromagnétisme, la gravitation, etc., ne s'y appliquent pas, et on ne pourrait absolument rien en dire du point de vue de la physique. Alors, donc, une appellation des autres univers, ce sont simplement les régions de notre univers qui sont trop éloignées pour qu'on puisse les observer. Et ce que disent nos modèles cosmologiques actuels, c'est qu'elles sont grosso modo identiques à ce qu'on observe. Maintenant, il y a des physiciens qui disent « oui, mais peut-être que nos modèles de Big Bang sont trop simples, peut-être qu'il faudrait les remplacer par des modèles un peu plus compliqués, et que certains de ces modèles pourraient dire « bon, ben oui, la partie de notre univers observable, elle est comme ça, et puis l'univers, il a des parties très différentes. » Il a des parties très différentes où la gravitation, par exemple, est beaucoup moins forte, l'électromagnétisme est un peu plus intense, ou quelque chose comme ça. Alors, ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on a encore plus tendance à appeler autre univers. Mais en fait, quand on regarde bien, on s'aperçoit que ce sont encore des parties de notre univers. C'est-à-dire, même si, par exemple, la gravitation est plus intense, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi de la gravitation, telle qu'on l'a mise sur pied dans notre univers, dans la partie observable de notre univers, à partir d'observations, d'expériences, de théories aussi, et de métaphysique, puisque Einstein a construit sa théorie de la relativité à partir essentiellement de considérations philosophiques et métaphysiques. Cette théorie doit être modifiée quand on va ailleurs. Mais modifiée comment? Modifiée selon certaines règles, bien sûr. Ça veut dire qu'il y aurait, en fait, une théorie encore plus fondamentale qui nous dirait comment cette théorie prend la forme de la relativité générale dans notre environnement, et puis prend une forme un peu différente à côté, et une forme encore un peu différente à côté. Et la vraie théorie, ça ne serait pas la relativité, ni la version un petit peu modifiée qui règne ailleurs, ni celle qui règne encore plus loin, mais ça serait la grande théorie qui expliquerait pourquoi ici on voit la gravitation décrite par la relativité générale et là-bas on la voit d'une manière un peu différente. Et ça. Bon, donc ça, encore une fois, c'est ce que certains appellent autres univers, mais quand on regarde bien d'un point de vue strict, c'est toujours dans notre univers, premièrement, et deuxièmement, c'est quelque chose d'extrêmement spéculatif, parce que des modèles comme ça, qui nous diraient la gravitation dans la partie qu'on ne voit pas de notre univers, elle est un peu différente, ou les lois de l'électromagnétisme, ou ce que vous voulez. Bon, il n'y a encore aucun modèle physique, aucune métathéorie qui a été trouvée qui nous dit ça. Donc, ce sont des idées extrêmement spéculatives et qu'on ne peut pas vraiment vérifier. Et vous voyez que si vous dites quelque chose à propos de la partie de l'univers qu'on ne peut pas observer, eh ben, on ne pourra jamais le tester par aucune observation, ni par aucune expérience. Par définition, puisque c'est dans la partie qu'on ne peut pas observer. Donc, d'une certaine manière, ça ne ressort pas du champ de la physique. Donc, si vous voulez insister sur l'idée que c'est un autre univers, pour dire que ça serait vraiment un autre univers, ça voudrait dire qu'il faudrait prendre au sérieux le fait qu'on ne puisse pas l'observer, qu'on ne puisse interagir d'aucune manière avec. Mais si on ne peut interagir d'aucune manière avec, ça veut dire qu'on ne peut pas faire d'observation ou d'expérience qui le concerne. Et la physique s'intéresse aux objets, aux phénomènes à propos desquels on peut faire des expériences ou des observations pour valider ou au contraire pour infirmer les modèles ou les théories qu'on peut construire à leur propos. Marc, mais en fait, pourquoi certains s'acharnent-ils ou ont-ils voulu introduire cette notion? C'est arrivé quand cette appellation Alors, en anglais, multiverse, ou je ne sais plus comment. Bon. Ils en avaient besoin? Ça date d'il y a quelques dizaines d'années. Ou ils voulaient juste se faire remarquer parce qu'ils sont très modestes? Bon, un peu des deux. C'est-à-dire, c'est arrivé, on va dire, il y a quelques dizaines d'années, mais avant d'expliquer un petit peu pourquoi, je voudrais passer à une deuxième appellation autre univers qui n'a presque rien à voir avec la première. Et les deux sont souvent mélangés, confondus, ce qui ajoute un peu à la confusion. La deuxième appellation d'autres univers, elle a trait à la physique quantique. Bon, vous savez que la physique quantique obéit à des règles qui sont un petit peu bizarres, qui ne sont pas du tout conformes à notre intuition, mais qui sont quand même logiques, qui ne sont pas du tout paradoxales, mais qui sont vraiment étrangères à notre intuition.
Et une des règles, par exemple, c'est qu'on ne peut pas prédire de manière certaine le résultat d'une observation. Quand vous êtes dans la version non quantique de la physique, c'est-à-dire dans la version classique, vous regardez une particule et enfin, vous ne la regardez pas, vous savez qu'il y a une particule quelque part, et si vous voulez mesurer sa position, il n'y a aucune ambiguïté. La particule, elle est nécessairement localisée quelque part, et si vous tentez de l'observer, vous allez la trouver là où elle est. Il n'y a pas d'ambiguïté. Quand vous êtes en physique quantique, la physique quantique vous dit que ça n'est pas comme ça, et il a été effectivement vérifié maintes et maintes fois que ça n'était pas comme ça. C'est-à-dire, la physique quantique ne peut pas vous dire où se trouve la particule. Elle ne peut pas vous dire où vous allez la trouver si vous cherchez à la localiser. Ce qu'elle peut vous dire, par exemple, dans certains cas, c'est qu'il y a 50% de chances qu'elle soit ici et il y a 50% de chances qu'elle soit ici. Elle vous prédit que si vous tentez de mesurer sa position, vous avez 50% de chances de trouver qu'elle est ici et 50% de chances de trouver qu'elle est là. Ce qui veut dire qu'une microseconde, une fraction de seconde avant la mesure, elle n'était ni ici ni là. Elle était d'une certaine manière à la fois aux deux endroits. C'est paradoxal, c'est quelque chose qui est contraire à notre intuition, mais ça se décrit très bien, sans aucune entorse à la logique, et c'est parfaitement vérifié par l'expérience et l'observation. C'est juste quelque chose qui est difficile à comprendre avec nos outils habituels de compréhension. Ça veut dire qu'il faut avoir une conception de la réalité, de ce que c'est que la réalité d'une chose, la réalité d'une particule, qui n'est pas celle que nous avons de manière intuitive. Bon, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Ensuite, il y a beaucoup de physiciens et de philosophes qui disent essayons maintenant de construire une représentation de cette réalité. Alors, ça ne va pas modifier ce que je viens de dire, donc on sort du domaine de la physique, on rentre dans le domaine de ce qu'on appelle l'interprétation de la physique quantique. C'est-à-dire, quelle notion de réalité peut-on avoir, puisque notre notion intuitive de la réalité ne fonctionne pas, quelle notion de la réalité peut-on inventer qui pourrait être compatible avec la physique quantique? Alors, il y a beaucoup d'interprétations qui ont été proposées. Il y a l'interprétation de Copenhague, il y a l'interprétation variable cachée, il y en a beaucoup d'autres. Et il y en a une qui s'appelle, de manière un peu caricaturale, l'interprétation multivers, ou autres univers, ou univers multiples, ça a plusieurs noms, peu importe, c'est la même chose. Et cette interprétation vous dit quoi? Je caricature, parce que c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais elle vous dit, la particule, avant qu'on la mesure, elle n'est pas localisée. D'une certaine manière, elle est à la fois ici et à la fois là, avec autant de chances qu'on la trouve ici qu'on la trouve là. Et tout d'un coup, quand on fait la mesure, on va la trouver quelque part. On ne sait pas où, on ne peut pas le prédire à l'avance, mais on va la trouver soit ici, soit là. Et donc, il y a quelque chose qui est bizarre, parce qu'il y a un certain indéterminisme. Et jusqu'ici, on avait toujours pensé que la physique était déterministe. Et il y a un physicien qui s'appelle qui s'appelle Everett, qui a dit « Moi, je vais vous proposer une interprétation déterministe de cet état de choses. » Qu'est-ce qu'il dit? Pour que ça soit déterministe, il ne faudrait pas que ça favorise 50% à droite ou 50% à gauche. Il dit, les deux arrivent. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, l'univers se scinde en deux, l'univers se multiplie. Il y avait un univers et tout d'un coup, il devient deux univers. Dans un des deux univers, on mesure la particule à droite, et dans l'autre univers, on mesure la particule à gauche. Bon, je caricature, c'est pas aussi simple, mais ça revient à peu près à ça. Donc, tout d'un coup, chaque fois qu'on mesure une particule, l'univers se divise en deux versions. Et puis, si vous recommencez à faire une mesure, la version dans laquelle vous êtes va se diviser en deux versions, etc. Et il va y avoir des tas de versions de l'univers. Ça pose plusieurs problèmes. Je vais très vite. Ça pose un premier problème qui est que quand on mesure la position d'une particule, j'ai pris quelque chose de simple où la particule est soit ici, soit là. Mais il y a des situations où la particule peut être ici, 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 ici ou là, avec des probabilités différentes, avec une infinité de valeurs. Donc ça veut dire que chaque fois que vous mesurez une particule dans une situation comme ça, l'univers se dédouble non pas en deux, mais en une infinité de copies. Deuxième problème, c'est que vous pouvez avoir une situation où la particule, il y a
10% de chance de la trouver à droite et 90% de chance de la trouver à gauche. Cette information, elle est perdue, parce que si l'univers se scinde en deux univers, ça veut dire quoi, les probabilités? Il n'y a pas un univers qui existerait avec 10% et l'autre avec 90% de probabilité. Donc ils existent tous les deux, selon cette interprétation. Donc il y a un problème ici ou là. Autre problème aussi, c'est que faire une mesure, c'est un acte humain, mais ce que vous dit la physique quantique, c'est que dans la nature se produisent sans arrêt, spontanément, des phénomènes analogues à la mesure. C'est ce qu'on appelle la décohérence, et ça se produit sans arrêt, et ça gêne beaucoup les gens qui font des expérimentations sur la physique quantique. C'est à cause de cette décohérence que, par exemple, on a des problèmes pour construire des ordinateurs quantiques, etc. Et cette décohérence, ça veut dire que des mesures telles que je viens de vous le décrire, sauf qu'il n'y a pas d'observateur humain derrière, il s'en produit des milliards de fois par seconde. Donc, ça voudrait dire, si vous êtes dans cette interprétation, qu'à chaque seconde sont créés des milliards de fois une infinité d'univers. Bon, ça fait beaucoup. Hein. Donc, vous voyez que cette interprétation, c'est vrai qu'on continue... Everett était en forme quand il a inventé ça. Hein? Everett était très en forme. Comme je l'ai dit, c'est un peu plus subtil. Mais malheureusement, les subtilités ont souvent été obligées parce qu'en fait, on parle toujours des interprétations d'univers multiples d'Everett, sauf que ce que dit Everett, c'est pas des univers multiples, c'est quelque chose de plus subtil que ça, sauf que beaucoup de gens ont oublié la subtilité et ils le disent tel que je viens de le dire, et ils disent il y a plusieurs univers. Bon, alors la première chose, c'est à dire que, en fait, c'est pas. Premièrement, c'est une interprétation qui est évidemment, vous l'avez compris, très spéculative et qui finalement ne nous dit pas grand-chose, parce que si moi je suis dans l'univers où la particule, je l'ai observée à droite, ben, je suis dans cet univers pour toujours, et que l'univers où je l'ai observé à gauche existe, selon l'interprétation d'Everett, ou n'existe pas, de toute façon, je ne pourrai jamais m'en rendre compte. Donc, on n'est plus du tout dans le domaine de la physique. Donc, du point de vue de la physique, il n'y a qu'un univers, c'est celui dans lequel je fais des mesures et des observations. Et puis, même si on était dans cette interprétation, en fait, tout ça, c'est une manière de parler. Et c'est un petit peu comme si je vous disais, la particule, avant que je l'ai mesurée, elle est à la fois ici et à la fois là. C'est-à-dire, il y a deux particules. Non, c'est pas parce que la particule peut être ici et là qu'il y a deux particules. C'est vraiment une seule particule, mais décrite d'une manière particulière, qui est la manière quantique. Et pour l'univers, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il y a deux univers, mais dans cette interprétation, il y a une sorte d'univers quantique unique qu'on ne peut pas décrire à la manière classique. Quand on fait de la physique quantique, et c'est pareil quand on fait de la cosmologie d'ailleurs, on ne peut pas décrire les choses avec les concepts intuitifs. Ça ne marche pas. Ce sont des théories qu'on ne peut décrire qu'avec les concepts qui sont valables. Par exemple, si vous faites de la relativité, eh bien, vous ne pouvez pas décrire les choses en termes d'espace et de temps. Et pour revenir, par exemple, au spatial qu'on a évoqué tout à l'heure, quand vous voulez analyser le système GPS, qui est un système d'usage courant, grâce auquel vous pouvez vous repérer, vous ne pouvez absolument pas analyser ce qui se passe dans un système GPS en parlant d'espace et de temps. C'est impossible. Les ingénieurs qui avaient mis au point le système de décryptage du GPS, au départ, ils n'ont pas tenu compte de ces effets. Ils avaient fait comme si le temps s'écoulait dans les satellites qui sont en orbite autour de la Terre pour le système GPS, comme si leurs horloges indiquaient le temps. Eh ben, ça ne marche pas. Comme l'a dit François, je crois que c'est 28 km d'écart par jour ou quelque chose comme ça. Si vous ne tenez pas compte du fait qu'en relativité, le temps et l'espace sont des notions qui ne s'appliquent pas, vous ne pouvez pas construire et faire fonctionner un système comme le GPS. Et bien, en physique quantique, c'est pareil. Si vous ne tenez pas compte des concepts quantiques qui ne sont pas les mêmes que les concepts classiques, eh bien, vous ne pouvez pas faire de la physique quantique. Donc voilà, j'ai donné deux cas où on parle d'univers multiples, et vous voyez bien que c'est une manière de parler qui ne veut pas dire qu'il y a un autre univers quelque part qui a des lois peut-être différentes ou peut-être analogues, mais qui a une évolution complètement indépendante de la nôtre. Et puis, si jamais un autre univers existait, supposons qu'un autre univers comme ça existe. Si on veut l'appeler autre univers, pour que cette appellation soit correcte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas du tout relié à nous. Parce que s'il est relié à nous de quelque manière que ce soit, par exemple s'il y a de la lumière ou des particules qui peuvent partir d'un endroit de cet autre univers et arriver jusqu'à nous, ça veut simplement dire que c'est un morceau de notre univers. Donc, si jamais
l'idée d'autre univers existait vraiment, ça voudrait dire qu'on ne peut rien en connaître, qu'il ne peut pas y avoir quelque chose qui vient de cet univers jusqu'à nous pour nous donner des informations, pour nous permettre de faire des expériences ou des observations. Et donc, ça veut dire tout simplement que ça ne relève pas du champ de la physique. Et des univers comme ça, il y en a des tas. Chaque fois que vous lisez un roman, c'est un autre univers. Et c'est exactement ça. C'est un univers qui obéit à des lois différentes, parce que les personnages sont des personnages différents. Mais quand on vous parle d'un autre univers avec lequel on ne pourrait avoir aucun contact, c'est exactement ça. Et les univers des romans, d'une certaine manière, on peut dire qu'ils existent, mais pour le physicien, non, ils n'existent pas. Parce que je ne peux pas faire des expériences ou des observations qui vont me dire est-ce que les lois la loi de la gravitation s'appliquent à l'univers de la recherche du temps perdu, par exemple. Alors c'est un mauvais exemple parce que précisément Proust a véritablement cherché à inclure les innovations de la relativité dans son roman. Mais enfin, je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Et ce qui ajoute un peu à la confusion, encore une fois, quand on parle entre nous d'autres univers, ça va très bien parce que, suivant le contexte, on sait très bien de quoi on parle. On parle de la première version ou de la deuxième version ou d'une autre. Mais bien souvent, on voit des gens qui reprennent ce discours et qui mélangent tout. C'est-à-dire, pour eux, c'est aussi des autres, c'est ailleurs, c'est très loin, c'est en même temps quelque chose qui a les propriétés d'un autre univers quantique. Tout est un petit peu mélangé. Donc, je me bats un peu contre cette confusion. Et donc, si on veut résumer tout ça, on voit que la plupart du temps, ce qu'on appelle autre univers, c'est simplement soit une autre région de notre univers, soit on fait allusion à l'interprétation multivers, entre guillemets, de la physique quantique, mais dans les deux cas, il faut pas vraiment parler d'autre univers. Ou alors, on fait appel à quelque chose qui est complètement fantastique et en dehors du domaine de la physique. Et par exemple, il y a une théorie qui était très à la mode il y a quelque temps qui s'appelle la théorie des cordes. Et cette théorie avait pour ambition d'expliquer les phénomènes physiques, bien entendu, comme toutes les théories, et une ambition très unitaire, c'est-à-dire d'expliquer tous les phénomènes. Et puis, on s'est aperçu que cette théorie offrait énormément de possibilités. Parce que il y a il y a une situation géométrique qui peut prendre plusieurs formes, et chaque forme, finalement, correspondrait à la version de l'univers. Et ce qu'elle prédit, c'est qu'il peut y avoir un nombre absolument extraordinaire de formes. Disons, quelquefois, on avance le chiffre de 10 puissance 500, et les gens appellent ça quelquefois des paysages, ou alors, justement, des autres univers. Mais dans ce cas-là, ça ne prédit pas grand-chose, parce que ça prédit que l'univers peut obéir à 10 puissance 500 fois. 10 puissance 500, c'est 10 avec 500 zéros derrière. Donc, on utilise, je pourrais vous dire des milliards de milliards de milliards, mais ça serait un petit peu ardu à exprimer ce chiffre. Donc, qu'est-ce que dit cette théorie ? Elle dit, il y a 10 puissance 500 possibilités, et nous, on vit dans l'une. Et les autres, elles n'existent pas, du point de vue de notre univers. Sauf que, ce que disent certains physiciens, c'est, si elles existent, mais ce sont d'autres univers. Et nous, on est dans celui-là, on est dans le bon. On est dans le bon. Pourquoi on est dans le bon ? Peut-être par hasard, ou peut-être en invoquant ce qu'on appelle quelquefois le principe anthropique, qui est un peu la version cosmologique du créationnisme, en disant il y a quelque chose, une intention ou une divinité qui a fait que notre univers soit spécialement adapté à notre existence. Mais vous voyez bien que de toute manière, on sort un peu, et même beaucoup, du domaine de la physique. Et il y a un philosophe, je crois, qui s'appelle Carl Lewis, qui a dit finalement, qu'est-ce qui existe vraiment ? Qu'est-ce qui existe vraiment ? Alors là, on se lance dans un problème philosophique évidemment absolument gigantesque, mais il a dit tout ce qu'on peut imaginer, ça existe. C'est-à-dire l'univers des romans, l'univers des films, n'importe quelle fantaisie, ça existe. Donc les autres univers, mais vous voyez bien que ces univers, par exemple, les autres univers de la théorie des cordes, c'est quelque chose qui existe uniquement parce qu'un jour, il y a des gens qui ont inventé cette théorie. Je parle de la théorie des cordes, mais ça peut être beaucoup d'autres spéculations à la limite de la physique. Donc j'invente demain une nouvelle théorie, j'essaye de comprendre comment, selon cette théorie, l'univers pourrait fonctionner, avec des lois différentes, de la gravitation différente, de l'électromagnétisme différent, peut-être pas de gravitation du tout, et puis je dis, c'est pas notre univers, mais c'est un autre univers.
C'est un univers que j'ai conçu, et finalement, comme j'aime bien ma théorie, je vais dire, bah oui, on l'observe pas, on n'est pas dans celui-là, mais il existe. Et vous voyez, c'est une troisième sorte d'autres univers. Et encore une fois, le problème vient de ce que chaque fois on mélange un peu les trois conceptions et ça donne ces idées de multivers, d'autres univers dont on ne sait pas trop à quoi ça fait allusion quand on en parle. Bien, tu l'as formidablement assassiné. Francis ? J'ai une question parce que je suis un peu troublé par tout ce que tu viens de dire. J'espère. Parce que nous avons une discussion, toi et moi. Et la raison venait de ce que... et c'est là où il y a plusieurs cosmologies dans la salle, donc vous allez peut-être pouvoir répondre. Je vais être provocateur. Est-ce que Dieu a fait du fine-tuning ? Est-ce que Dieu a fait du fine-tuning ? Autrement dit, est-ce que tout a été parfaitement réglé pour que notre univers s'allume. Parce que vous, les cosmologistes, je ne suis pas cosmologiste, dites, si je modifie ces paramètres, masse de l'électron, charge du proton, force de la gravité, l'univers ne s'allume plus. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Moi, j'ai une réponse à ça. Prenons par exemple la masse de l'électron, mais on pourrait faire le même raisonnement pour la constante de gravitation, pour la masse du proton, etc. Ce que tu me dis, et ce qui est vrai, c'est si je modifie la masse de l'électron, ou pour le dire autrement, si la masse de l'électron avait une valeur légèrement différente, l'univers serait entièrement différent, parce que les atomes seraient constitués différemment, les étoiles aussi, les réactions nucléaires se produiraient différemment. Donc l'univers serait très différent, et peut-être différent au point que nous-mêmes ne pourrions pas exister. Donc pourquoi ? Pourquoi la masse de l'électron a cette valeur et pas une autre ? Je vais te répondre d'une manière différente. Quand on mesure une quantité en physique, par exemple, je mesure la masse de l'électron. Qu'est-ce que je fais quand je mesure la masse de l'électron ? Je mets au point une expérience et cette expérience me donne un résultat, avec une certaine incertitude, et l'interprétation de l'expérience, c'est très exactement que si la masse de l'électron avait une valeur différente de ce que j'appelle mon résultat, l'univers serait différent. Donc quand tu dis ça, quand tu dis la masse de l'électron ou la constante de gravitation, si elle avait une valeur différente, l'univers serait différent, c'est très exactement le principe de ce qu'on appelle une mesure physique. Alors c'est pas ce que tu as dit. Non, l'univers serait noir. Oui, éventuellement. Ne s'allumerait pas. Oui, il pas de noir. Formation d'étoiles. On est bien d'accord. Donc on resterait au niveau d'un gaz et qui ne voilà. Absolument d'accord. Et ça, c'est un univers mort. Oui. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous, cosmologistes, vous dites c'est vrai ou c'est pas vrai ? Mais bien sûr que c'est vrai. Mais justement, le fait qu'on ait mesuré que la masse de l'électron vaut 0,5 MeV, c'est très exactement montré que si l'électron avait une masse de 0,6 MeV, l'univers serait très différent, peut-être noir si c'est plus et blanc si c'est moins, j'en sais rien, et que donc, comme l'univers n'est pas comme ça veut dire que la masse de l'électron n'est pas 0,6 MeV et que c'est bien 0,5. C'est le principe même d'une mesure physique. Il n'y a pas besoin de faire allusion à un fine-tuning ou tout. La physique, c'est ça. La physique, mesurer n'importe quelle valeur de n'importe quoi dans l'univers, c'est montrer que si cette grandeur n'avait pas la valeur qu'on a mesurée, l'univers serait différent. Alors dans un cas, il peut être noir, dans l'autre blanc, dans l'autre vert, je ne sais pas. Attends, joue pas sur les mots, excuse-moi. Je suis pas très satisfait de cette réponse et j'aurais voulu qu'il y ait d'autres personnes qui répondent parce que c'est un sujet qui revient de l'intelligent design et tout ça et tout de suite on en avait parlé ensemble et la question c'est est-ce que c'est vrai ? Moi, je suis pas cosmologiste mais bien sûr est-ce que c'est vrai que si je modifie la gravité de ceci de cela, est-ce que l'univers est noir ? Parce que si la réponse est non, il y a pas de problème. Mais c'est vous qui le dites, vous les cosmologistes qui disent que l'univers serait noir. Attends, François Boucher qui voudrait répondre, il lui faudrait un micro, sinon on ne va plus s'y retrouver. On ne va plus s'y retrouver. Non, ça change tout parce que si la réponse est l'univers serait noir, pas d'étoiles, pas d'atomes lourds, pas de vie, ça veut dire que Dieu a fait du fine-tuning. Ça veut dire que tout a été calé de façon extrêmement précise pour que la vie apparaisse. Et
Voilà. François Boucher. Donc ça change La les choses. première partie, c'est oui, c'est vrai, on peut faire des univers en connaissant les lois quelles qu'on connaît, et on peut déduire effectivement que si c'était différent, ça serait pas propice à la vie. La question, c'est qu'est-ce que tu fais de ces constatations? Si tu veux, toi, Moi, je n'en fais rien, mais il y a beaucoup de gens qui en font beaucoup de choses. Non, mais d'accord, mais tu sautes à une interprétation d'intelligent design, etc. C'est peut-être pas la seule réponse. Mais alors, quelle est votre réponse? Moi, je vais donner un complément de réponse. Et la réponse de Marc, c'était les multivers. Non. Si. Ah oui, alors attends. Ce que je veux dire, c'est pour moi, cette question telle que tu l'as posée, excuse-moi, mais je trouve qu'elle n'a pas vraiment de sens. Là où elle prendrait un sens, c'est effectivement si tu imagines que tu as 50 000 univers et que dans ces 50 000 univers, tu as dans chacun une valeur de G différente. G, c'est la constante de gravitation. Et donc certains univers seraient tout noirs, d'autres seraient tout blancs, et puis il n'y en a qu'un qui serait comme le nôtre, c'est celui où G a la valeur qu'on a mesurée, puisque précisément cette mesure, c'est montrer que G a cette valeur et pas une autre. Et pourquoi pas une autre? Justement parce que si G avait une valeur un petit peu plus grande, la balance de torsion qui le mesure indiquerait pas la bonne valeur, le bon équilibre. Et puis si c'était encore plus grand, on n'aurait même pas pu fabriquer une balance de torsion parce que la physique serait pas adaptée à ça. Mais attends, juste pour revenir, je vais répondre à ta question. Sauf que je l'ai oublié. Non, mais tu as l'air de dire, Christophe, tu vas prendre la parole. Tu as l'air de dire que si je modifie G, finalement, ça change rien. Pas du tout. Au contraire. Ça change rien. C'est-à-dire que ça fait un autre univers, mais qui est tout à fait viable. La question, c'est ce qu'il est. Justement, les gens qui parlent d'univers multiples dans certaines appellations, ils disent, il y a un univers où G vaut 2 fois la valeur qu'on a mesurée. Il y a un autre univers où G vaut cette valeur 3 fois. Et le fait qu'on soit dans le bon univers, c'est un miracle. Et il faut un fine-tuning, il faut qu'il y ait une intelligence qui nous est placée là. C'est ça que tu veux dire. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Ça peut être aussi l'inverse, effectivement. Je ne sais pas, c'est Christophe? Oui. Je vois rien là. Oui. Alors, ça peut être l'inverse. Ça serait ça serait le bon hasard là. Nous serions dans le bon, mais il y aurait de tout. Justement, c'est ce que Marc a fait allusion au principe anthropique. Qu'il soit juste ou non, c'est effectivement lié à ça. Nous, on n'est pas là au début de l'univers. On apparaît, disons, 13 milliards d'années après sa naissance. On est là pour constater qu'il existe des lois autour de nous, ces lois de la nature qu'on a découvertes petit à petit. On n'est pas là pour se dire, oui, c'est bon, c'est pas bien, je l'aurais fait mieux, je l'aurais pas fait mieux. Avec les lois de la nature qu'on a comprises, les constantes qu'on a découvertes ont effectivement nécessairement la valeur qu'elles ont, sinon on ne serait pas là pour mesurer ces constantes dans cet univers-là, donc la question se poserait même pas. C'est un peu ça le principe anthropique, c'est que il y a plusieurs versions, mais c'en est une, qu'en gros, si l'univers avait été trop différent, ou différent même d'un tout petit peu sur certaines constantes avec les lois que nous avons, nous ne serions pas là pour le mesurer, et donc les univers sont choisis pour que nous y appartenions. C'est exactement ce qu'on appelle l'intelligent design transporté à la cosmologie, c'est-à-dire on observe un organe, par exemple, juste j'en ai 30 secondes, on observe un organe assez complexe et on peut se dire, c'est tellement complexe que l'évolution n'a jamais pu faire ça tout seul. Il y a un fine-tuning que les lois de l'évolution sont incapables d'accomplir. Donc, il doit y avoir un ajustement, il doit y avoir quelqu'un qui a ajusté tout ça. Ce que tu dis, c'est exactement pareil. Si tu dis, effectivement, le fait qu'on mesure G, chaque fois qu'on mesure quelque chose, c'est très exactement montré que si ce quelque chose avait une valeur différente, je me répète, mais l'univers serait incompatible avec ce qu'on observe, et donc, ça c'est tout à fait vrai, mais si tu en déduis les autres univers, ils existent tous, et on nous a mis dans le bon parce qu'il y a une intention, là, tu vas au-delà, tu fais de l'intelligent design. Alors, David Elbaz, et ensuite Pascal Pic, et ensuite on passera la parole à Daniel Pomarède qui doit piaffer dans son fauteuil. David. Je voudrais apporter une précision, c'est que je pense qu'il est fondamental d'accepter de vivre avec certaines questions auxquelles on n'a pas tout de suite une réponse, même si la tension est difficile à vivre. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on a associé le fait, la première question qui était de savoir
quelle est l'implication du fait que l'univers a une histoire et que cette histoire s'est déroulée très très vite au tout début, de sorte à ce une petite modification des constantes fondamentales aura des implications majeures. Et après, tout de suite, la réponse qu'on donne, c'est « Oh, je te vois venir, si tu commences à te poser cette question-là, tu vas me parler de Dieu. Or, on s'en est débarrassé, on a déjà tué Dieu avant, on va recommencer. » Mais je pense qu'il faut séparer les deux. Et pour moi, le fait que l'univers ait une histoire et le fait que cette histoire se soit produite avec une violence assez forte au début et que malgré tout, avec toutes les possibilités, la vie soit apparue, c'est une question ouverte qui me turlupine. Et je pense qu'il faut éviter tout de suite de la résorber en se disant il y a le camp des croyants et des pas croyants. Il faut accepter aussi qu'il y a des questions pour lesquelles je pense que dans les connaissances actuelles qu'on a, nous, en théorie, en cosmologie, en astrophysique, je pense qu'on ne peut pas définitivement résoudre cette tension. J'aime beaucoup l'expression des scientifiques. Question ouverte, c'est vraiment quand on ne peut pas répondre. Dominique, je vais quand même répondre. Attends, Pascal Pic, attends, Francis, la salle d'abord, Pascal avait demandé la parole. Dominique, laisse-moi parler. Je ne suis pas l'intelligent design. Les gens de l'intelligent design disent, les cosmologistes disent. C'est ça le problème. Et je vois qu'il y en a 4 dans la salle, vous ne dites pas la même chose. Donc en fait, on utilise votre parole pour démontrer l'existence de Dieu. C'est ça qui se passe. Hein. Encore une fois, on dit tous la même chose sur le fait que si on modifie ces constantes... François, un micro alors. L'interprétation qu'on peut différer. Mais on ne diffère pas du tout sur le fait que si on modifie ces constantes, on fabrique un univers différent. On est tous d'accord. Oui. Donc c'est au niveau de l'interprétation. Oui. Et là, bon, on peut y avoir des nuances interprétatives entre les différentes personnes. Ok, j'arrête là. Pascal Pic, à qui on redonne le micro. Juste pour dire que Pascal n'aura jamais le micro. Christophe Galfard. Une fois que Pascal a perdu le micro, il le récupérera pas. Pascal Pic. Oui, moi ça me rappelle la guerre du bouton. Hein. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Vous voyez. C'est quand même incroyable ces discussions. Alors, c'est pas du tout vos amis, mes collègues cosmologistes ici, physiciens, mais c'est quand même incroyable que ces discussions, on évacue complètement ce qu'est l'histoire de la vie, les théories de l'évolution. Et par exemple, on entend une chose tout à fait claire à propos des origines de la vie sur Terre. Systématiquement, dans les commentaires, on dit la Terre qui était parfaitement située pour que la vie apparaisse. Dans les cours de récréation, ça s'appelle cacaboudin. C'est-à-dire qu'en fait, les éléments constitutifs de la vie se sont adaptés aux conditions. C'est-à-dire on raisonne par les causes finales. Et tout à l'heure, Christophe parlait des causes initiales. Et donc, franchement, si on se pose la question de se dire l'univers a été donc avec ses constantes définies entre guillemets pour que l'homme apparaisse, franchement, le ver de terre a le droit de se poser exactement la même question. Mais il n'y aurait pas de ver de terre non plus. Mais il peut se poser la même question, il n'y aurait pas d'étoiles. Donc, le principe cosmologique, on est vraiment dans l'interprétation, mais qui n'est pas du tout, c'est des vieilles questions qu'on a en philosophie, et dès qu'on touche à l'évolution de l'homme, évidemment, à chaque fois, ceci émerge. Mais en l'occurrence, l'histoire de la vie, c'est une histoire de contingence. Et là, effectivement, les univers des contingences, ça, c'est quelque chose auquel la vie a toujours eu affaire, et nous, on ne voit pas très bien les évolutionnistes, comment depuis ces constantes, qui sont évidemment des mesures qui sont dans des schémas théoriques extrêmement élaborés et mesurés et validés, ça c'est très clair. Et de l'autre côté, il y a l'homme, et entre les deux, d'un seul coup, voilà, on fait une espèce de grand pas comme ça, et très clairement, l'homme, ça fait pas longtemps qu'il est là. Regardez, c'est ce qu'on appelle les dissonances cognitives. Dans mes conférences, les gens me disent, la vie est apparue il y a 4 milliards d'années sur la Terre, et l'homme devrait être là, très bien. Oui, mais le soleil, vous savez, va nous péter dans la figure dans 4 milliards d'années. Qu'est-ce qu'on fait? Non mais c'est l'incapacité de se situer dans l'univers, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Et donc du coup, on se raccroche à ce genre de pseudo-interprétation, de principes anthropiques, il y en a plusieurs d'ailleurs, mais en tout cas pour les évolutionnistes, ça n'a strictement aucun sens, bien évidemment. Et ben voilà, un deuxième assassinat.